rover fonce vers sa destination, tel un boulet de canon, presque au hasard. La zone d'atterrissage prévue est un cercle de 70 km de diamètre et de nombreux périls guettent Opportunity, des crevasses, des rochers. Y atterrir signifierait la fin de la mission d'exploration, à peine arrivé à la surface de Mars. L'atterrissage n'est pas contrôlable depuis la Terre, à cause des 7 minutes radio qui séparent la Terre et Mars. Ce premier matin, Opportunity s'est éveillé. Il fait encore froid dans les moins 100 degrés. Son corps d'aluminium est replié à l'abri, levé dans l'atterrisseur qu'il a déposé ici. Et maintenant, il va falloir y aller. Elle doit enchaîner près d'une centaine de mouvements successifs pour pouvoir s'extraire de l'atterrisseur et poser enfin ses 6 roues sur le sol du cratère. Un balai mécanique. Maintenant, Opportunity pose prudemment ses 6 roues sur le sol du cratère. Opportunity, il laisse ses premières traces et se prépare à mettre le cap sur un affleurement de rochers très intrigant. Tout va bien. Le long voyage ne semble pas avoir perturbé ses fragiles instruments. Opportunity examine le cratère où elle vient d'atterrir. 300 millions de kilomètres parcourus en 6 mois. Et coup de chance, elle est au cœur d'un mini-cratère de 40 mètres de diamètre. Un mignon petit cratère au sol recouvert d'une sorte de pâte tartinée. Le parachute de l'atterrisseur a laissé de curieuses traces dans le sol. La poussière est extrêmement fine. Le vent perpétuel a baladé, poli chaque grain tout autour de Mars depuis au moins 2 milliards d'années. Et la gravité ici est faible. La fine poussière très légère s'agglomère et se comporte comme une pâte sans avoir besoin d'eau comme liant. Des rochers affleurants qui semblent former un pavage. Et plein d'autres surprises qui attendent les caméras, le microscope et les instruments d'analyse d'Opportunity. Un beau terrain de jeu. Son frère jumeau, Spirit, lui est moins bien loti. Il a atterri il y a 20 jours dans un désespérant champ de cailloux. Un paysage qui rappelle ceux des explorations précédentes. Les 2 atterrisseurs Viking et Pathfinder avec son mini-rover. À chaque fois, des champs de cagnasses. Alors que Mars fourmille de vallées, canyons, volcans, on ne voyait jusque-là de Mars que des terrains vagues. Et le plus beau, c'est que notre terrain de jeu, on va pouvoir l'explorer, le parcourir. Pas très vite, une vingtaine de mètres par jour au maximum. Opportunity est une sorte de véhicule 4x4, enfin un 6-6, télécommandé depuis la Terre. Mais le problème, c'est que les ordres du pilote sur Terre mettent 7 minutes à arriver à Opportunity. Et le résultat du pilotage n'apparaît sur les écrans du centre de contrôle que 7 minutes plus tard. Pas facile d'éviter les pièges d'un terrain accidenté et inconnu. Ça ressemble à une partie d'échecs à l'aveugle. Vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt d'envoyer 2 robots géologues crapahuter à la surface d'une autre planète. Eh bien, nos 2 robots doivent trouver des traces d'eau et vérifier l'existence passée d'un océan sur Mars. Mars la bleue a-t-elle existé ? Mars et la Terre sont nés de la même soupe aux origines du système solaire. Mieux comprendre l'histoire de Mars, c'est mieux comprendre notre propre histoire. À l'autre bout de Mars, il y a Spirit, le jumeau d'Opportunity. Le sol est fait d'un mélange de sable et de cailloux. Mais déjà, Spirit a repéré à 200 mètres de là un cratère
baptisé le cratère de Bonneville. Cela va être le premier but de son exploration, une dizaine de jours de trajet, entrecoupés de pauses pour commencer à analyser quelques cailloux. Et tout le monde est très impatient d'essayer les jolis joujoux dont sont pourvus les 2 rovers. Chaque rover pèse 120 kg sur Terre, donc 40 kg ici. Ils mesurent 1,80 m sur 1,20 m et sont alimentés par les panneaux solaires. Ils sont équipés de 8 caméras haute définition et d'une caméra microscope sur un bras articulé. Au bout de ce bras, il y a aussi une foreuse qui prépare la roche pour le microscope et des spectroscopes qui servent à analyser les roches. Chaque rover est autonome. Il envoie directement à la Terre ses clichés et résultats d'analyse. Mais leur gros point faible, c'est l'alimentation en énergie. La nuit, ils doivent se mettre en veille pour économiser les batteries. Et au bout de quelques mois, la satanée poussière martienne finit par recouvrir les panneaux solaires, réduisant à néant leur production d'énergie. D'après les prévisions des ingénieurs, Spirit et Opportunity ont une durée de vie de 3 mois. Spirit a des gros problèmes. Par une extraordinaire coïncidence, il y a eu simultanément un violent orage magnétique sur Mars et sur l'Australie, où se trouvent les énormes antennes de communication avec Mars. La puissance d'émission des rovers est à peu près celle d'un téléphone portable, à 300 millions de kilomètres. Il faut donc mettre une grosse antenne. Lorsque les 2 tempêtes, sur Terre et sur Mars, se sont dissipées, pas de trace du rover, silence radio. Et après 24 heures angoissantes, Spirit signale à nouveau sa présence, mais refuse de se remettre au travail. Il envoie des données incohérentes, des photos incomplètes. Les ingénieurs décident de tenter le tout pour le tout et de remettre à zéro les mémoires du rover. Les souvenirs du voyage semblent encombrer sa petite tête de silicium. Mais après un lavage de cerveau synthétique, Spirit parviendra-t-il à se réveiller et pointer précisément son antenne vers la Terre ? Théoriquement, en quelques minutes, d'après la position du Soleil dans le ciel et son déplacement, Spirit peut calculer la position exacte de la Terre pour envoyer ces quelques watts de signal, théoriquement.